Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Face au territoire dans les conditions du direct aujourd'hui avec nos partenaires Ouest France, Nice Matin, 20 minutes, France Antilles, le magazine Le Point et le magazine Géostratégie. Mon invité ce matin, on est dans les derniers sprints de la campagne, c'est Manon Aubry, bonjour. Merci d'être avec nous en cette journée d'idées. C'est un exploit d'avoir réussi à arriver sur ce plateau. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes bien sûr tête de liste LFI aux élections européennes et vous êtes vous aussi là dans les tout derniers jours de cette campagne des européennes. Alors je disais, c'est le D-Day aujourd'hui, le président américain est là. Vladimir Poutine n'a pas été invité à ces cérémonies, ces 80 ans du débarquement. Il était là pourtant en 2014 pour les 70 ans, Manon Aubry. Est-ce que vous comprenez qu'il n'ait pas été invité par la France ? Bien sûr, Vladimir Poutine fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Donc s'il avait foulé le sol français, il aurait dû être arrêté. En théorie, puisqu'il peut se déplacer aujourd'hui, on l'a vu, il a fait un déplacement en Afrique du Sud, je crois, il n'avait pas été inquiété. Mais il y a, la France est un État membre du statut de Rome qui a établi la Cour pénale internationale. Il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre Vladimir Poutine. Donc si on applique le droit international, je suis pour l'appliquer strictement, pour ne pas avoir de droit international à géométrie variable, pas de deux poids, deux mesures. Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. De la même manière, si Benjamin Netanyahou venait à arriver sur le sol français, il faudrait l'arrêter. Donc je comprends tout à fait que Vladimir Poutine n'ait pas été invité, même si évidemment en ces 80 ans du débarquement, on célèbre la victoire des Alliés, à laquelle la liberté à laquelle le peuple russe a largement contribué et payé un prix très cher. Le peuple ukrainien aussi, d'ailleurs, puisque c'était toute l'URSS à l'époque. Et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Il faut faire la distinction entre un dirigeant politique et un peuple. Et je l'ai toujours fait. À propos, ces cérémonies du débarquement, ces 80 ans du débarquement, c'est quelque chose qui fait sens pour vous, bien que vous soyez jeune, on ne va pas rappeler votre âge. J'ai 34 ans, donc je l'ai appris comme beaucoup dans les livres d'histoire. Mais c'est quelque chose ce sont des valeurs, ces valeurs de liberté, des alliés qui ont débarqué, qui vous parlent c'est plusieurs choses. À vous-même et à la France insoumise. Je viens du sud de la France, donc il y a eu un débarquement aussi en Provence, dont on parle un peu moins, à Fréjus, là où j'ai grandi. Donc nous aussi, on a nos monuments, etc. Et le débarquement de Provence, il a fait un peu moins de morts, mais il a existé fortement. Il a existé, il a permis de libérer quand même le sud de la France. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, ce que nous enseigne aussi cette histoire, c'est le danger de l'idéologie nazie, suprémaciste, qui a des relents encore aujourd'hui dans notre actualité, et que c'est pas qu'une idéologie du passé, on le souhaiterait. Et donc ce moment de victoire de la liberté doit nous enseigner à ne pas reproduire les erreurs du passé. Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes et l'invité de Face au territoire. Ce matin sur TV5 Monde, dans un instant, Stéphane Vernet sur ce plateau. Bonjour Stéphane Vernet, vous dirigez la rédaction du bureau de Paris de Ouest France, le premier quotidien francophone du monde. Oui, bonjour Cyril, bonjour Manon Aubry. Moi, je vais vous parler de votre programme, le programme de la France Insoumise. Vous prévoyez, dans le cas des européennes, la mise en place d'un grand plan d'investissement public pour l'Europe. J'aimerais savoir pourquoi faire et comment le financerez-vous ? D'abord, on a un premier défi, celle de notre futur, de notre avenir, qui est le défi climatique. Et je crois que c'est le plus grand défi qui est posé à notre génération, parce qu'on n'est pas capable de garantir aux jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui, qui vivront dans une planète habitable quand ils en auront 50. Et donc ça suppose de tout changer, c'est d'ailleurs notre slogan pour ces élections européennes, de tout changer en Europe, à la fois sur notre modèle commercial pour mettre fin aux accords de libre-échange, et je suis fière de présider au Parlement européen le seul groupe qui n'a jamais donné aucune voix au libre-échange, pour ne pas faire venir de l'autre bout du monde ce qu'on produit ici. Ça suppose de transformer en profondeur notre modèle agricole. Et ça suppose enfin des investissements massifs, dans les énergies renouvelables, pour atteindre à terme le 100% d'énergie renouvelable. Je rappelle que la France est en retard sur ses objectifs européens, qu'Emmanuel Macron désobéit. Et puis ça suppose aussi d'investir massivement, par exemple, dans la rénovation thermique des logements. Et je regrette de ce point de vue-là que le premier budget dans lequel coupe le gouvernement, c'est le budget de la rénovation thermique des logements. Combien vous voulez mettre sur la table pour ça ? Alors, les estimations faites à la fois par la Commission européenne et par les experts, on est autour de au moins 500 milliards d'euros par an d'investissements qui sont nécessaires pour la transition écologique. C'est largement finançable, j'en arrive à la seconde partie de votre question, par plusieurs biais.
D'abord par une taxation sur la fortune, un ISF européen qui rapporterait au moins 220, ça dépend exactement de l'assiette fiscale qu'on prend, jusqu'à 250 milliards d'euros, et qui est une façon aussi de faire contribuer quelque part les plus gros pollueurs. De la même manière, on pourrait mettre à contribution les super profits des entreprises. Les grandes entreprises, des multinationales. Entreprises qui rapporteraient au moins 150 milliards d'euros. Donc vous voyez, j'en suis déjà à plus de 400 milliards d'euros à mettre sur la table, qui permettent à la fois de redistribuer les richesses et à la fois de financer le grand plan de transition écologique. Mais pour financer ce grand plan, vous voulez aussi vous affranchir des règles budgétaires européennes, la règle des 3%, l'encadrement des déficits. Est-ce que ça veut dire qu'on peut laisser courir les déficits? La France, par exemple, a une dette publique énorme. On atteint des montants très importants. Est-ce que c'est un problème ou pas? Est-ce qu'on peut continuer comme ça à une espèce de fuite en avant? Il y a une chose qui se négocie, c'est la dette, mais pas la planète. Et moi, je ne suis pas prête à sacrifier notre avenir pour quelques objectifs comptables écrits sur un coin de table à Bruxelles qui n'ont aucune réalité économique. Ces objectifs, des 3% de déficit, ils sortent de nulle part. Aucun économiste n'est capable de vous dire pourquoi c'est 3, pourquoi c'est pas 2, pourquoi c'est pas 4, pourquoi c'est pas 5. Dans plein d'autres zones économiques mondiales, il y a des déficits beaucoup plus importants. Je pense à des États comme le Japon. Et puis, une partie de cette dette est détenue dans les coffres de la Banque centrale européenne. Mais le déficit public français, par exemple, il n'est pas important? On peut continuer à le laisser courir pour vous? En quoi il a posé des difficultés économiques? Vous voyez, il y a deux paradoxes. Le premier, c'est que le gouvernement a multiplié les cadeaux fiscaux aux plus riches et aux entreprises multinationales ces dernières années, 50 milliards d'euros par an, et puis ils viennent au bout de 7 ans nous dire qu'il y a un problème pour 10 à 20 milliards d'euros par an. Pardon, mais ils se sont présentés comme des Mozart de l'économie, et en réalité, des Mozart de la finance, et en réalité, ce sont des tocards de l'économie. Et c'est eux qui ont creusé les déficits. Ça s'appelle une punchline. Ouais, mais parce que c'est les eux. Mozart de la finance sont devenus des tocards de l'économie. Oui. Et je pourrais même rajouter qu'ils sont en train de jouer un requiem pour le pays. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, même d'un point de vue économique, c'est complètement irresponsable ce qu'ils font. Parce qu'ils sont en train de faire la poche des Françaises et des Français. C'est la réforme de l'assurance chômage, c'est l'augmentation du reste à charge sur les médicaments, c'est demain le gel des pensions de retraite. Et vous voyez, tout ça, ça va avoir des incidences économiques. Parce qu'en s'en prenant aux plus pauvres, eh bien, vous allez mettre en panne notre économie française, et à terme, tout le monde sera perdant, et ils vont même creuser les déficits. On a eu l'exemple en Grèce. Ils ont voulu absolument réduire les déficits. Et donc, ils ont sabré dans la dépense publique, et à la fin, les déficits étaient encore plus importants parce que l'économie s'était arrêtée, parce qu'il n'y avait plus de consommation. Donc, c'est un rationnel économique qui n'a aucun sens et qui est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit faire de ce dimanche des élections européennes aussi un grand référendum contre ces mesures d'austérité. Une petite question pour terminer. Vous avez évoqué les accords de libre-échange. Vous voulez mettre fin à tous les accords de libre-échange. On peut commercer sans accord de libre-échange, mais on aura forcément, si on le fait, des représailles d'un certain nombre de nos partenaires qui vont faire eux aussi du protectionnisme. Est-ce que vous êtes sûr que l'Europe serait gagnante si on supprime tous les accords de libre-échange qui existent aujourd'hui? Oui, parce qu'on est les idiots utiles de la mondialisation. Franchement, quel sens il y a à importer du lait de la Nouvelle-Zélande, des haricots verts du Kenya, de la viande du Brésil ou du Canada, alors qu'on en produit en France est de très bonne qualité? Je crois que vous êtes journaliste à Ouest France. Dans l'ouest de la France, on en produit particulièrement beaucoup et de bonne qualité. La moitié des fruits et des légumes qu'on consomme en France sont importés. Notre déficit commercial est négatif. Donc évidemment, il faut qu'on puisse commercer, mais pas à faire venir des produits de l'autre bout du monde dans des conditions sanitaires, sociales et environnementales complètement différentes des nôtres, qui tuent notre agriculture et notre industrie. Et donc je suis fière de m'opposer fermement à ces accords de libre-échange. C'est le D-Day, évidemment, le débarquement il y a 80 ans, qui était la une de Ouest France. Un super numéro en partenariat avec The Guardian, donc en partie franco-anglais. Et une magnifique photo. En anglais aussi ? Oui, une partie en anglais, c'est un super numéro. Bravo, Stéphane Vernet, directeur de la rédaction du bureau de Paris de Ouest France. Mais c'est un super numéro. Denis Caro va être en duplex et en direct de Nice dans un instant. Merci Stéphane Vernet. Bonjour Denis Caro, je vous salue depuis Paris. Vous avez de la chance d'être à Nice parce que vous avez sans doute moins d'encombrement que nous. C'est Manon Aubry, notre invité, qui a réussi à arriver sur ce plateau ce matin, tête de liste LFI aux élections européennes. Et avec vous, Denis Caro, en direct et en duplex de la rédaction de Nice Matin, ce sont les solutions de LFI pour remédier à la crise du logement qui vous intéressent. Oui, bonjour Manon Aubry. Les Français ont de plus en plus de mal à se loger. C'est particulièrement vrai dans une région comme la Côte d'Azur. Vous proposez de garantir le droit au logement au niveau européen. Alors concrètement, en quoi consisterait ce droit ?
Merci beaucoup et bonjour à tous ceux qui sont sur la Côte d'Azur, venant moi-même de la région, et je connais bien le problème sur la Côte d'Azur. J'ai plein d'exemples en tête, par exemple d'enseignants qui n'arrivent même pas à se loger et qui ont juste qui se logent de septembre à juin et que juillet-août, leur logement doit être loué pour le tourisme. Et donc il y a une pression touristique telle sur le logement sur la Côte d'Azur qu'il est très difficile de se loger et à un coût abordable. Je pense qu'on peut agir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est sur la part de logement social. Je rappelle qu'un certain nombre de villes de la Côte d'Azur ne respectent pas les objectifs français en la matière, mais il faut des investissements massifs. Et pour qu'il y ait des investissements massifs, il faut lever les taux de la dette dont on parlait à l'instant. Le deuxième niveau, j'ai 3 niveaux. Le deuxième niveau sur lequel on peut agir, c'est que le coût d'emprunt a considérablement augmenté ces dernières années à cause de l'augmentation du taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Je suis pour reprendre un contrôle démocratique sur la Banque centrale européenne et pouvoir baisser les taux d'intérêt, puisque c'est une erreur politique terrible qu'a fait la Banque centrale européenne, qui vient d'une erreur d'analyse, qui consisterait à penser que l'inflation est due à un surplus de consommation alors que c'était dû à des marges qui augmentent. Et puis le troisième niveau sur lequel on peut agir, et qui est très vrai aussi sur la Côte d'Azur, je pense au Vieux-Nice par exemple. Vous vous baladez dans le Vieux-Nice, moi quand j'étais enfant, ça vivait le Vieux-Nice. Aujourd'hui, je ne sais plus le pourcentage de logements dans le Vieux-Nice, mais une grande partie c'est du Airbnb. Et c'est vrai à Nice, mais c'est vrai, on parlait de l'ouest de la France, en Bretagne. De l'argent aux gens aussi, le Airbnb. Alors oui, sauf que mais dans le Vieux-Nice, vous avez surtout des gros investisseurs et c'est pas genre ma tante qui loue son appartement. Nice, vous voyez. Ah non, mais moi je suis pour l'appliquer partout d'une directive européenne anti-Airbnb. J'assume de le dire. Au bout d'un moment, faut des lois, faut reprendre le contrôle pour limiter le nombre de jours de location et pour qu'on n'ait pas ces investissements spéculatifs qui servent juste à priver les Niçois et les gens de la Côte d'Azur de logement. Denis Caro. Manon Aubry, vous étiez récemment à Nice, vous avez rencontré des locataires et vous les avez exhortés à faire une grève des loyers et vous avez qualifié les bailleurs de voleurs. Est-ce que c'est vraiment responsable de la part d'une élue ? Oui, c'est responsable de la part d'une élue quand vous avez des bailleurs sociaux qui ne tiennent pas leurs engagements en matière de rénovation. Enfin, il faut voir le type de logement dans lequel vivent des gens en France. On est la 7e plus grande puissance économique mondiale et des gens vivent, mais dans des taudis qui sont des logements qu'ils payent chaque mois, ils payent le loyer et qui sont des logements sociaux. J'étais aussi sur la même question du logement il y a quelques jours à Aubervilliers et j'ai visité des appartements qui honnêtement, vous mettez un pas dans l'appartement et vous avez ce haut-le-cœur parce que tellement il y a une humidité, c'est pourri de l'intérieur. C'est pourri de l'intérieur, les murs s'effritent à cause de l'humidité et vous avez des enfants, des bébés qui vivent là et qui évidemment développent de l'asthme. Donc oui, il y a une responsabilité majeure de la part d'un certain nombre de bailleurs sociaux qui refusent de faire la rénovation thermique des logements, qui refusent d'investir alors que vous avez des locataires qui payent leur loyer. Et c'est intenable dans notre pays que des gens vivent dans des taudis. Donc ouais, je maintiens cette formule. Il y a, pas tous évidemment, mais des bailleurs sociaux qui sont des voleurs. Et il est temps de leur rappeler la loi et leurs responsabilités. Et je pense que c'est le rôle aussi du politique. Denis Caro, peut-être la une de Nice matin, aujourd'hui, sur place. La une de Nice matin, mais c'est l'adieu à Ben, cet artiste niçois connu partout dans le monde et qui est décédé hier à l'âge de 88 ans. Et exceptionnellement, ce n'est pas le logo habituel de Nice matin, mais un logo qui avait été dessiné par Ben lors d'une édition du 1er janvier, il y a quelques années. Denis Caro, on dit qu'il a mis fin à ses jours, l'artiste Ben. C'est exact, on a des informations un peu plus précises là-dessus. Il a mis fin à ses jours et il a mis fin à ses jours, effectivement. Il n'a pas supporté le décès de son épouse qui est morte à 3h du matin et Ben a décidé de mettre fin à ses jours quelques heures après. Voilà, bel hommage de Nice Matin que vous dirigez. Vous êtes le directeur des rédactions du groupe Nice Matin qui comprend Monaco Matin et Var Matin. Merci Denis Caro en duplex et en direct des studios de Nice Matin, magnifique d'ailleurs et nouveau de Nice. Dans un instant, c'est Armelle Le Goff, directrice adjointe de la rédaction du Point qui est sur ce plateau. C'est Manon Aubry, la tête de liste LFI aux élections européennes, qui est notre invitée. Armelle Le Goff, vous êtes directrice adjointe de la rédaction du Point. Retour sur la situation actuelle en Ukraine. En Ukraine, où Emmanuel Macron envisage d'envoyer des instructeurs français, que Vladimir Poutine envisage de viser. Est-ce que ça constituerait une escalade pour vous intolérable ?
Il y a un risque manifeste et qui est présent face à nous parce que au fur et à mesure qu'on monte le niveau d'escalade, on a la France et la Russie qui sont deux puissances nucléaires. On a réussi à éviter, même pendant la guerre froide, l'affrontement entre deux puissances nucléaires et c'est ce que je pense que nous devons éviter absolument, tout en aidant le mieux du monde et le plus possible l'Ukraine, tout en arrêtant notre hypocrisie, notamment importer du gaz de la part de la Russie. Et quelque part, on finance indirectement la guerre Alors, en Ukraine. je vous interroge, vous n'êtes pas en faveur d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, alors que l'Ukraine est menacée par la Russie. Est-ce qu'une adhésion de l'Ukraine, envisager cette adhésion à l'Union européenne ne serait pas une avancée et un soutien manifeste de la part de l'Union européenne? Plusieurs choses là-dessus. Il n'y a pas besoin d'être dans l'Union européenne pour aider l'Ukraine. J'ai voté par exemple le programme d'aide de 50 milliards d'euros à l'Ukraine il y a quelques mois de cela. Je le referai évidemment. On peut avoir un soutien logistique, financier, militaire à l'Ukraine sans évidemment qu'il soit dans l'Union européenne, au-delà du fait que intégrer un pays en guerre dans l'Union européenne, ça s'est jamais fait dans l'histoire et c'est pas vraiment réaliste. Mais au-delà de ça, moi je veux dire... question, parce que paradoxalement, vous souhaitez que l'Union européenne reconnaisse un État palestinien qui est visiblement... vous confondez tout, là. C'est pas l'intégration dans l'Union européenne. Non, c'est une reconnaissance d'un État. C'est le droit d'exister, mais pour c'est les la reconnaissance Ukrainiens, du droit international, madame. Pour les Ukrainiens, l'intégration à l'Union européenne, c'est un soutien et une reconnaissance de leur droit à exister. Non, vous confondez plein de choses. Le droit, c'est votre avis, mais si vous m'interrogez, j'ai le droit de donner mon avis. Donc, le droit à un peuple d'exister est reconnu par le droit international pour les Ukrainiens comme pour la Palestine. Vous voyez, je n'ai pas le droit international à géométrie variable et je le reconnais pour les Palestiniens comme pour les Ukrainiens. Enfin, pour finir sur l'élargissement, le fond de la question, c'est moi, je suis opposée à l'élargissement sans harmonisation sociale, fiscale et environnementale préalable. Dit autrement, si ce critère était rempli, évidemment que j'y serais favorable. En Ukraine, le salaire minimum est de moins de 200 € par mois. En Ukraine, on produit un kilo de poulet à peu près à 3 € du kilo quand il est 7 € en France. On comprend logiquement que ça crée de la concurrence déloyale et on n'aidera pas l'Ukraine en affaiblissant notre tissu agricole et industriel en France et en Europe. C'est la raison pour laquelle, en l'état, j'y suis opposé, ce qui n'empêche pas évidemment de tout faire pour aider les Ukrainiens et je crois que mes votes le démontrent au Parlement européen. Autre question, le groupe de votre parti veut faire craquer le gouvernement en invitant la question palestinienne à l'Assemblée nationale chaque semaine. Vous êtes à l'aise avec cette stratégie ? Bien sûr, parce que je crois qu'il y a un devoir de responsabilité de la part de l'État français face au carnage en cours dans la bande de Gaza, où il est mort près de 40 000 civils, où chaque jour on a un nouveau drame. Là, c'est une école qui a été touchée ce matin. Il y a quelques jours, c'était un camp de réfugiés. Vous avez vu ces images terribles, un enfant décapité, d'hommes et des femmes brûlés à vif. Et évidemment que la France a un devoir et une responsabilité. Il ne suffit pas d'appeler un cessez-le-feu comme le fait le président Macron très tardivement. Il faut prendre des mesures. À la fois la reconnaissance de l'État de Palestine, ce qui nous a été promis depuis des décennies en France et qui n'a jamais été fait. Et je pense qu'on devrait suivre l'exemple de l'Espagne, de l'Irlande et de la Slovénie qui viennent de le faire. Et puis surtout, il faut prendre des sanctions à l'égard du gouvernement israélien, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, un embargo sur l'envoi d'armes, pour utiliser tous nos leviers pour mettre fin à ce carnage. Et donc, tant que l'État français, le gouvernement français ne prendra pas ses responsabilités, on lui rappellera par tous les moyens que ce soit. Armelle Le Goff. Le pouvoir d'achat est un de vos thèmes majeurs et une des premières préoccupations des partisans de LFI. Et des Français d'ailleurs. Et des Français, à 72%. Français, Pourtant, votre campagne est quand même beaucoup centrée sur les sujets du Proche-Orient. Est-ce que, pour quelles raisons ? Est-ce que vous ne regrettez pas cette focalisation ? Est-ce que vous avez écouté mes meetings ? Pas tous, non. Mais certains. Les débats, les... Ouais, les débats, les meetings. Et qu'est-ce que vous avez remarqué dans les débats, les meetings ? C'est que je parle, depuis le début de ma campagne, de 3 sujets, dont on parle d'ailleurs autour de ce plateau aujourd'hui. Je parle évidemment de la question de la vie chère. Et je dis que la vie chère n'est pas une fatalité, qu'on peut bloquer les prix des produits de première nécessité, qu'on peut agir sur les salaires en indexant les salaires sur l'inflation, qu'on peut agir sur le marché européen de l'énergie pour tirer les factures d'électricité à la baisse. Je parle du libre-échange qu'on évoquait juste avant et comment protéger notre industrie et notre agriculture. Et je parle de la situation au Proche-Orient, mais de la paix à Gaza comme en Ukraine. Ce sont mes 3 sujets de campagne. Et je dois dire, en cette fin de campagne, on peut faire le bilan, que ces 3 sujets se sont imposés dans la campagne. Il n'y a pas de hiérarchie à faire pour moi. Il n'y a pas un sujet qui s'oppose à l'autre. Et quand Mélenchon, par exemple, décrète que cette campagne, c'est le premier tour de la présidentielle de 2027, vous trouvez ça fair-play par rapport à votre campagne ? Il est évident que l'après-Macron se dessine. Vous voyez dans quel état est la Macronie dans le cadre de cette campagne. Emmanuel Macron ne pouvant se représenter, ces élections européennes étant la seule élection nationale d'ici l'élection présidentielle de 2027, évidemment que nous construisons l'après-Macron qui se dessine
Palestine face à nous. Et nous sommes déterminés à ne pas laisser cet après-Macron dans les mains de l'extrême droite. Et c'est la raison pour laquelle nous assumons cette dimension nationale de la campagne tout en les liant aux enjeux européens comme on l'a fait. Et Armelle Le Goff, vous dirigez la rédaction du Point, directrice adjointe. Il y a eu une du Point avec un petit enfant. Avec un streamer sur LFI, la stratégie antisémite. Oui, qui ne va pas beaucoup plaire à notre invité. Des anathèmes et des insultes qui ne font pas honneur au métier de journaliste. L'antisémitisme est quelque chose de suffisamment sérieux. Non, suffisamment sérieux et grave. C'est les termes de Jean-Luc Mélenchon. Si, Manon Brie, c'est les termes. C'est les termes de Jean-Luc Mélenchon. Non, il évoquait les manifestations pour la Palestine et pour le cessez-le-feu à Gaza, sur lesquelles était jeté l'anathème de l'antisémitisme. Et il dit « Je n'ai pas entendu, comme moi, de messages à caractère antisémite dans les manifestations pour la Palestine. » Mais vous savez, l'antisémitisme est un sujet suffisamment sérieux. Chaque acte antisémite dans notre pays est un acte de trop pour ne pas inventer des antisémites là où il n'y en a pas. Et c'est son programme pour l'Europe, guerre, ingérence et déstabilisation, la une principale, bien sûr, du magazine Le Point. Merci Armelle Le Goff. Merci. Vous êtes la directrice adjointe. Dans un instant, Floréal Hernandez de 20 minutes sera sur ce plateau. C'est Manon Aubry, notre invitée ce matin. On poursuit. Floréal Hernandez, vous êtes rédacteur en chef de 20 minutes avec l'antisémitisme résiduel en France. Vous venez de l'aborder. Bonjour Manon Aubry. Bonjour. Donc vous allez me reposer plusieurs fois. Non, finalement non. Je vais faire plusieurs fois les mêmes réponses. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça puisse brouiller une partie de l'électorat ? C'est pas que nous. Vous savez, ça fait 3 mois que on tente d'interdire nos meetings, qu'on nous poursuit pour terrorisme, qu'on nous traite d'antisémites. Bon, je pense qu'à un moment, les Françaises et les Français... persécutés, la France pardon, mais on est souvent pointés du doigt. Oui. Et vous ne persécutez pas les autres ? Alors, si vous voulez, moi, je suis harcelée au quotidien. Je reçois des insultes, je reçois des menaces de mort, je reçois des menaces de viol. J'ai entendu aucun journaliste, aucun homme politique en parler, le dénoncer. J'ai vu aucune une de médias dessus. Nous en parlons ce matin. Nos petits camarades du Point, là, à quel moment ils s'émeuvent des menaces que l'on reçoit ? Oui, la vie politique, elle est violente. Oui, à la France insoumise, singulièrement, on est l'objet de violence. Et je regrette ce 2 poids 2 mesures, parce que je pense que non seulement cette violence ne fait pas honneur à la politique, mais la manière dont on stigmatise la France insoumise ne fait pas honneur au débat politique, parce qu'on peut avoir des désaccords. Les débats à l'Assemblée donnent parfois l'image d'une France insoumise qui est fortement clivante. Vous ne pouvez pas le nier, les Français le pensent d'ailleurs, dans leur majorité. Pardon, mais c'est la situation politique qui est clivante. Quand vous avez les 500 plus grandes fortunes qui possèdent 45% des richesses dans notre pays, et dans le même temps, le nombre de personnes en situation de pauvreté qui atteint des records, c'est clivant. Quand vous avez un carnage qui se déroule dans la bande de Gaza et l'État français, le gouvernement français qui ne fait rien, c'est clivant. Mais moi, je revendique de faire de la politique avec la seule arme qui est la nôtre, qui est l'arme des mots, qui est l'arme des convictions, qui n'est pas la violence. Et la manière... Cette image derrière vous, là, ça vous c'est un drapeau, monsieur. Un drapeau. Comment se fait-il dans notre pays qu'on sanctionne plus durement des députés qui saisissent un drapeau d'un peuple qui est opprimé, qui demande juste la liberté d'exister, qu'on les sanctionne plus durement qu'un gouvernement, celui de Benjamin Netanyahou, qui est en train de massacrer toute une population. Ce 2 poids 2 mesures, il est insupportable, je pense. Vous disiez dans 20 minutes, lorsque vous avez lancé votre campagne, que vous seriez la liste de la NUPES, que vous défendriez le programme, l'esprit, la stratégie. Vous avez dit dans Le Parisien très récemment que Raphaël Glucksmann était le diviseur de celle-ci. Léon Desfontaines ou Marie Toussaint, avec qui finalement vous n'avez pas fait d'accord, sont-ils aussi des diviseurs ou pas du tout ? J'observe qu'on a proposé au début de cette campagne et jusqu'au dépôt des listes, une liste commune de la NUPES. Pourquoi on l'a fait ? D'abord parce qu'il y avait un programme commun sur lequel on s'était réunis, y compris un chapitre qui portait sur les questions européennes, mais aussi parce qu'il y avait un enjeu à se regrouper, à se rassembler face à l'extrême droite, dont on voit aujourd'hui à quel point elle est forte et puissante dans notre pays. Et je regrette que l'ensemble des autres forces de la NUPES aient fait le choix de tourner le dos, de prendre ses distances avec ce programme, cette stratégie. Et moi, ça fait pas très longtemps que je fais de la politique, et la seule fois où la gauche est arrivée devant l'extrême droite à une élection, c'est aux élections législatives de 2022, au premier tour, et on est arrivé en tête. Et oui, je regrette qu'ils agissent en diviseur. Et d'ailleurs,
quelque part, ils en payent un peu le prix. Marie Toussaint, pourquoi vous avez on lui a même proposé la tête de liste. Raphaël Glucksmann dans ce cas-là que Marie Toussaint ou Léon Desfontaines? Parce que Marie... Parce plus haut. Non. Marie a dit elle-même qu'elle n'a jamais été complètement opposée à une liste de la NUPES. Je pense que d'ailleurs, si vous voulez mon avis, elle le regrette maintenant. La différence, c'est que Raphaël Glucksmann a toujours été opposé à la NUPES et que lui-même fait campagne en disant il faudra rassembler la gauche sans et même contre Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui théorise les gauches irréconciliables. Et je pense que c'est irresponsable. Quand on a une extrême droite à 30% dans notre pays, quand on a une extrême droite raciste, xénophobe, sexiste, qui s'attaque aux droits des femmes, oui, moi je continue à défendre l'esprit, le programme de la NUPES, et je continue à dire à tous ces orphelins de la NUPES, vous qui êtes de gauche, qui avez cru en ce programme, eh bien venez nous aider, parce que c'est la suite qui se construit aussi ce dimanche. La une de 20 minutes, Floral Hernandez. Avec le dernier vainqueur de la Star Academy, Pierre Garnier. Il a tout compris, il dit. Voilà, il a tout pris, il a tout pris d'un coup. Voilà, et j'ai entendu tout compris aussi, il m'a dit. Ah bon. Merci beaucoup, Floral Hernandez. Dans un instant, c'est Manon Aubry, notre invité sur Face au territoire. Ce matin, nous rejoignons Fort-de-France, en Martinique. Cyril Boutier, qui est directeur éditorial de ce titre, a une question à vous poser depuis Fort-de-France. On l'écoute. Bonjour Manon Aubry. Lors de votre passage en Martinique et en Guadeloupe, à l'occasion de la campagne, vous avez rappelé que les Outre-mer ne doivent pas être, je vous cite, des territoires oubliés de la République. Un vœu que formulent un certain nombre de représentants politiques. Mais concrètement, comment y arrive-t-on? Avec quelles mesures? Merci beaucoup. En effet, je maintiens cette formule et c'est d'autant plus frappant, rien que le terme au niveau européen. Ça s'appelle les territoires ultra-périphériques. Comme s'il y avait un centre et puis les Outre-mer sont la périphérie, alors qu'à bien des égards, c'est la frange avancée dans la lutte contre le réchauffement climatique et à bien des égards. Mais je veux répondre directement à la question sur qu'est-ce qu'on peut faire. Dans les mesures fortes, il y a la question de la vie chère. Moi, on a fait un petit exercice quand je suis allée aux Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. On a fait des courses en métropole et on a fait exactement les mêmes courses. Comparatifs. Les mêmes produits, donc des couches, de l'eau, etc. Combien la différence? C'était de mémoire plus de 30% de différence, qui est colossal. Donc, il faut bloquer les prix des produits de première nécessité dans les Outre-mer. Ça se fait sur un panier de produits déjà à La Réunion. Il faut le faire partout dans tous les Outre-mer. Ça, c'est, je crois, un des enjeux majeurs. Quand on vit aux Antilles, on sait à quel point la vie est chère et on sait à quel point l'accès à l'eau est une difficulté, notamment. Le prix des bouteilles d'eau est colossal, mais il faut aussi investir massivement dans les réseaux d'eau parce que c'est intolérable qu'on abandonne les populations antillaises et qu'elles n'aient pas d'eau courante, qui est le b.a.-ba de ce dont on a besoin. Merci beaucoup. Merci Floral Hernandez. Dans un instant, Tom Benoît de Géostratégie Magazine sur ce plateau. Bonjour Tom Benoît. Bonjour. Retour sur le programme économique. Absolument. Alors j'ai lu votre programme et j'ai écouté certains de vos meetings que vous voulez instaurer un SMIC européen qui se situerait autour de 1 600 € à peu près, et également un revenu universel, pour ainsi dire, pour les étudiants aux alentours de 1 200 €. Mais est-ce que ça vous semble pas être une mesure inflationniste pour une même catégorie de la population? 1 200 € pour des personnes qui ne travaillent pas, 1 600 € pour des personnes qui travaillent, c'est viable? Alors, plusieurs éléments de réponse là-dessus. D'abord, pourquoi on veut une allocation d'autonomie pour les jeunes? C'est parce qu'on a aujourd'hui un jeune sur deux qui travaille en plus de ses études pour pouvoir réussir ses études, un jeune sur deux qui dépend de l'aide alimentaire. Il n'est pas normal, dans la 7e plus grande puissance économique mondiale, qu'on ait des étudiants qui doivent abandonner leurs études parce qu'ils n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Donc c'est la raison pour laquelle on propose cette allocation d'autonomie. On l'a chiffrée au niveau européen, elle coûte à peu près 50 milliards d'euros, ce qui est largement finançable. Mais finançable Ensuite, par quoi? Un emprunt? Non, il y a plusieurs éléments de financement. Par exemple, l'ISF que j'évoquais tout à l'heure, il rapporte 250 milliards d'euros. Donc vous pouvez financer à la fois une partie de la transition écologique et financer cette allocation d'autonomie qui est, je pense, une des manières aussi de redistribuer les richesses. Vous prenez à ceux qui ont le plus et vous permettez aux jeunes générations de préparer l'avenir et d'étudier dans de bonnes conditions. Ensuite, sur la différence entre le salaire minimum et l'allocation d'autonomie, première chose, 400 €, c'est peut-être peu pour vous, mais ça veut dire beaucoup pour d'autres. Non, mais c'est rien. Non, mais entre une personne qui travaille tous les jours... Pardon, 400 €? Non, mais entre une personne qui travaille tous les jours, madame, qui se lève le matin et qui rentre le soir, et une qui travaille pas et qui reste chez elle, 400 € de différence, c'est pas beaucoup. Alors, je sais pas quel est votre salaire, mais allez dire à tous ceux qui touchent le SMIC que 400 €, non, mais c'est je rien connais dans pas le vôtre, ni celui de Jean-Luc Mélenchon. 400, c'est pas la moi, question. je peux vous le dire,
dire Ça m'intéresse pas, je vous le demande pas. Mais manifestement, vous n'avez jamais été au SMIC de votre vie, parce que 400 euros vous vous trompez. pour des gens qui galèrent, 400 euros pour des gens qui, dès le 20 du mois, sont dans le rouge, qui ne savent pas comment ils vont payer leur facture. Je peux pas vous permettre de dire ça. Je vais vous dire une chose. Manon Aubry, vous savez, il y a une France d'entrepreneurs. J'ai jamais été au SMIC, mais j'ai jamais été salarié. J'ai toujours été entrepreneur. Et je crois qu'il y a une partie des entrepreneurs de France aujourd'hui qui sont étouffés par les prélèvements obligatoires. J'ai compris. Non, mais c'est une autre question. On y répond. On vient. Non, mais la question n'est pas posée. Juste en 2 minutes. J'ai compris que vous voulez taxer les riches, un impôt sur la fortune, mais pourquoi ne pas essayer de favoriser les petits entrepreneurs, peut-être ? Eh bien, je favorise les petites entreprises. Vous savez comment ? J'ai rien vu dans le programme. Ah bah, vous l'avez mal lu, mais ça tombe bien, je suis là pour le répéter. Ouais. Les petites entreprises payent 10 points d'impôt de plus que les grandes entreprises multinationales. C'est parce que le bar au coin de la rue, c'est parce que la librairie au coin de la rue n'ont pas de filiales dans les paradis fiscaux, alors que Starbucks et Amazon en ont. Eh bien, cette injustice fiscale, c'est le cœur de mon métier, c'est ce sur quoi je travaillais avant d'être élu au Parlement européen, et on le combat notamment en listant les paradis fiscaux. Le Luxembourg. Non, mais là, on parle des super profits des très riches. Mais madame, ma question, pourquoi ne pas abaisser, par exemple, pour les petites entreprises qui font moins de 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires, les prélèvements obligatoires ? Je viens de vous dire que je suis pour rétablir de l'équité fiscale dans le paiement des impôts. À l'heure actuelle, les petites entreprises payent beaucoup plus d'impôts que les grosses entreprises. Donc, on augmente les impôts des très riches, mais surtout, on n'abaisse pas les impôts des moins riches. On fait en sorte que les grandes entreprises payent leur juste part d'impôts. Quand Bernard Arnault, LVMH ou Total payent quasiment 0% d'impôts, pour moi, ce n'est pas normal. Par ailleurs, ils profitent d'un système, si c'est vrai, ils profitent. Total n'a pas payé d'impôts en 2019 et en 2020, alors qu'ils ont fait des milliards d'euros de profit. Et donc, ce n'est pas normal. Et je suis pour faire en sorte que, je suis désolée, quand vous êtes... LVMH en France, c'est environ 4 milliards. Si vous me laissez finir, quand vous êtes une entreprise, évidemment, vous bénéficiez d'un système de routes, d'un système d'éducation, d'un système de protection sociale auquel vous devez contribuer. Il n'est pas normal que les petites entreprises payent à la place des grandes. C'est une vraie photo ou c'est qu'on a vu derrière vous là, the tax the rich. C'est une vraie photo. C'est une vraie photo. Et moi, j'assume de dire qu'il faut taxer les plus grandes fortunes et les entreprises multinationales qui ne payent pas leur juste part d'impôt. Vous pourriez offrir ce t-shirt à Tom Benoît, s'il vous plaît ? Avec grand plaisir. Merci Tom Benoît. Moi, je le porterai en disant favoriser les classes moyennes et les gens qui travaillent, qui entreprennent. Et vous verrez, c'est tout à fait cohérent. La une de Géostratégie, alors en grand entretien avec Claude Guéant, l'ancien secrétaire général de l'Élysée, qui parle du déclassement français. Nous traitons des sujets européens également. Et Macron l'américain, ça m'intéresse. Macron l'américain, c'est un dossier d'investigation et c'est un partenaire Off Investigation qui a fait un dossier sur les origines de Macron, qui était allé organiser une belle levée de fonds aux États-Unis avant d'être candidat à la présidence de la République. C'est bien le jour où le président des États-Unis est en visite d'État en France. Le jour où Amazon s'est installé la semaine passée, merci. Pour faire prendre l'ampleur et tout le reste. Merci Tom Benoît. Merci Manon Aubry. Édition La Fond Presse, la une de Géostratégie. Dans un instant, Démet Korkmaz de la rédaction TV5 Monde sur ce plateau. Bonjour Démet Korkmaz. Bonjour. Alors, Ursula von der Leyen. Derrière le renouvellement du Parlement européen, évidemment, il y a une autre bataille qui se joue en ce moment, c'est celle de la relève d'Ursula von der Leyen. Est-ce que vous pensez qu'elle a des chances de se maintenir pour un second mandat ? Manifestement, elle est dans une stratégie tous azimuts où elle est prête à s'allier avec les socialistes, avec les libéraux, le groupe des macronistes, et y compris jusqu'à Giorgia Meloni, la première ministre d'extrême droite. Donc elle est dans une stratégie tous azimuts pour se maintenir. Elle a l'air d'être en bonne position pour le faire. Et moi, j'assume de dire qu'il faut créer une alternative à cette Commission européenne qui, maintenant, ne se cache plus pour... faire des alliances avec l'extrême droite, ce qui est extrêmement dangereux et qui va manifestement aussi continuer ses mauvais projets, que ce soit le libre-échange, l'austérité budgétaire qu'on évoquait un peu plus tôt. Alors, justement, sur le choix de la gauche européenne, le choix s'est porté donc sur Walter Bayer, qui est un économiste autrichien qui n'a jamais eu affaire aux instances européennes, qui n'a jamais été élu député européen. Pourquoi ce choix d'une personnalité ? Alors, rappelons... Juste pour clarifier ce dont on parle, vous parlez du candidat à la présidence de la Commission européenne, ce qu'on appelle les Spitzenkandidaten dans le langage des institutions européennes. On le voit derrière vous d'ailleurs. Et qui sont désignés par les partis européens, ce qui est différent des groupes au Parlement européen. Tout ça est un peu compliqué. Je suis désolée, c'est pour ça que je me permets d'expliquer. Moi, vous savez, je préside le groupe de la gauche au Parlement européen et ma tâche et ma responsabilité a été de montrer qu'il est possible de construire une alternative
qu'il est possible de faire des alliances quand il s'agit d'avoir des textes qui vont dans la bonne direction. Et je suis fière qu'au Parlement européen, on ait gagné des victoires pour les travailleurs des plateformes, une directive européenne sur les travailleurs des plateformes, une directive européenne sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est votre candidat ou pas votre candidat? Bien sûr que c'est mon candidat, oui. Non, on se posait la question parce qu'on a cru que vous alliez dire que non, c'était pas votre choix. C'est pour ça que je fais la différence entre ce qui se passe au niveau des partis européens et du groupe. Parce que, pour être très précise, le groupe que je préside au Parlement européen a des députés qui s'appellent la gauche, qui a des députés qui sont membres de ce parti de la gauche européen, et il y a d'autres députés qui ne sont pas membres de ce parti. Il est plus large. Et donc, ma responsabilité, c'est d'unifier la grande famille de la gauche au niveau européen. On va passer à une autre question. La France insoumise a son pendant belge avec le Parti du travail de Belgique, le PTB. On dit souvent d'ailleurs que Raoul Hedebo est le Mélenchon de Belgique. L'anticapitaliste. L'anticapitaliste. Alors lui, il dénonce aussi la culture de l'argent au Parlement européen. Il propose Attention, notamment... il veut baisser vos revenus. Hein. Mais je suis pour, moi j'ai déposé cet amendement. Il propose notamment de réduire de moitié la rémunération des députés. Moins 400 €. Hein. Ah non, mais là, c'est quasiment 8 000 €, je crois. Vous savez, moi, quand Donc, vous accepteriez de passer de 8 000 à 4 000 ? Je les ai signés, ces amendements, je les ai déposés. Parce qu'il y a une déconnexion, mais totale des élus européens avec Oui, on gagne trop d'argent. Je vais vous dire, avant d'être élu au Parlement européen, je gagnais moins de 2 000 € par mois. C'était ça, ma vie. C'est ma vie du quotidien, c'est la vie des Françaises et des Français qui nous regardent. Quand vous avez des gens au Parlement européen qui, non seulement touche beaucoup d'argent, mais en plus, vous avez un député sur 4 qui touche des rémunérations annexes. C'est-à-dire qui touche de l'argent en plus de l'indemnité d'élu. Mais j'ai aussi proposé au parti. La plupart non. Moi, j'en reverse. Ouais. Mais la plupart non. Et pour finir là-dessus, un député sur 4 qui touche des rémunérations annexes. La question fondamentale qui est posée derrière, c'est à qui rendent-ils des comptes ? Aux citoyens qui les ont élus ? Ou à ceux qui les payent ? Aux lobbies, aux entreprises, aux États étrangers qui les payent ? J'ai aussi proposé d'interdire ces rémunérations annexes. Force est de constater que... Ça a une chance d'aboutir ou pas ? Ça n'a pas été adopté. Ça n'a pas été adopté parce qu'il y a un petit nombre de députés qui sont intéressés juste à sauvegarder leurs privilèges. Donc l'élection de dimanche, c'est aussi une élection pour faire primer l'éthique contre le fric, faire un peu de ménage au Parlement européen, envoyer plus de députés incorruptibles. Deuxième punchline. Oui, mais j'en ai plein. Contre le fric. Mais parce qu'on a besoin d'envoyer des députés incorruptibles, moi je m'engage à ce qu'aucun élu sur ma liste ne reçoive le moindre euro. Ça tombe bien, Manon Aubry, parce que vous avez quelqu'un qui est pour l'éthique et contre le fric, c'est Demet Korkmaz. Question suivante. Écoutez, on verra un peu ce qui se passe, mais il est certain que la poussée de l'extrême droite au Parlement européen risque de changer aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous craignez le plus ? Quelles sont les dispositions que vous craignez le plus ? Honnêtement, à tous les niveaux. D'un point de vue sur les questions climatiques, ce sont des climato-sceptiques qui nient juste l'existence du réchauffement climatique. Donc, ça va être un immense retour en arrière en la matière. Sur les droits des femmes, toute l'extrême droite s'oppose systématiquement au droit à l'avortement. Je fais partie de cette génération qui est née et qui avait le droit à l'avortement. Mais pour autant, à gauche, vous avez du mal quand même à harmoniser vos positions aussi. Sur le droit à l'avortement, je ne crois pas. Pas sur le droit à l'avortement. Sur les questions climatiques. Vous êtes quand même plusieurs groupes. Sur les questions climatiques, moi j'ai essayé aussi de défendre une ambition commune, mais je ne refais pas le débat sur la NUPES, c'est pour ça que je défendais le programme. On a 2 minutes. Merci Demet Korkmaz, journaliste à la rédaction de TV5. Une petite question très personnelle. Allez-y, je vais m'allonger sur un canapé. On parlait d'agressivité tout à l'heure dans la politique, de cette espèce on a vu à l'Assemblée nationale ce qui se passe, les images qui choquent parfois les Français. Est-ce que cet esprit polémiste presque, cette agressivité, vous avez 34 ans, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'était en vous-même déjà, ou est-ce que la vie politique, la campagne électorale, celle-là précisément, a fait ressortir, j'allais dire, ces traits de caractère. Le sous-entendu, c'est que je suis agressive. Non, j'ai pas dit ça. Pas avoir été agressive. Non, j'ai pas dit ça. Est-ce que c'est pas un mode de fonctionnement au fond un peu chez LFI ? Voilà, c'est ça ma question. Pardon, je conteste les termes de votre. Permettez-moi de contester les termes de votre question. Je vous en prie. Je ne considère en rien être agressive, ni dans le discours que je tiens. Vous l'avez pas été ce matin. Ni, vous dites ce matin, mais j'espère l'ensemble des jours. Vous voyez, cette façon, si je peux me permettre... Par moment, LFI est perçue, vous le savez très bien. Donc cette façon de poser les questions, c'est ça qui pose l'anathème sur un mouvement politique. Vous avez le droit d'être en désaccord avec nous. Vous avez le droit de dire que de taxer les riches et les grandes entreprises multinationales, c'est scandaleux. Vous avez le droit de dire que agir contre le réchauffement climatique, c'est pas ça. Vous avez vu, c'était des questions, c'était pas. On n'a pas pris position. Mais si, en posant votre question de est-ce que finalement vous n'avez pas cette agressivité en vous? Pardon, mais cette façon. Est-ce qu'on la prend pas pour faire de la politique en fait? Je réponds à votre question, monsieur. Cette façon de poser le débat est précisément ça qui nourrit
qui jette l'anathème sur un mouvement politique, qui nourrit cette agressivité. De nouveau, tout le monde a le droit d'être en désaccord avec nous. Je défends la démocratie, mais je crois l'avoir fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de fermeté, mais aucune agressivité. Et la fermeté de mes convictions, l'engagement que j'y mets, nous fait déjà payer le prix cher. Je vous le disais, on reçoit sans cesse des menaces, mais j'ai pris pour principe de ne jamais répondre avec les armes de l'adversaire. Et je vais vous dire, le sourire que je vais avoir ce matin, la force de ma détermination et de ma conviction sera la meilleure réponse à tous les agressifs, à tous les violents. Et je veux leur dire que jamais ils ne gagneront et que jamais on ne tombera dans leur piège. En tout cas, merci d'avoir été notre invité pendant 40 minutes. Manon Aubry, tête de liste LFI aux élections européennes. On vous souhaite une bonne élection. Alors, merci. Dimanche, ça arrive. Allez merci. voter dimanche. Quoi qu'il arrive, vous voyez, je suis une démocrate avant tout. Quoi que vous votiez, ne laissez pas la résignation ou l'abstention l'emporter. Merci Manon Aubry. Merci à vous. Merci Demet Korkmaz. À jeudi prochain pour Face au territoire sur TV5 Monde. Au revoir à tous.